Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, d'être connectés ce midi avec nous pour ce webinaire sur, les C2E et les, pompes à chaleur dans le collectif et dans le tertiaire. C'est un webinaire qui vous est proposé aujourd'hui par ACE Énergie qui est délégataire C2E et par, Panasonic. On vous propose donc ce webinaire, qui va répondre à la question: «Pompe à chaleur collective, comment réussir votre dimensionnement?» et sécuriser vos aides C2E. Rapidement sur le fonctionnement du webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions et à la fin du webinaire, eh ben, on aura un moment où on prendra, les questions, pour, répondre à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, à les poser, dans cet onglet, qui est en bas à droite de votre écran normalement, au fur et à mesure, de la présentation. Hem Aujourd'hui donc, le webinaire, va être animé, par, Maxime qui est responsable partenariat chez, ACE Énergie et qui vous parlera notamment, des primes et des certificats d'économie d'énergie, par Borel qui est chef de produit pompe à chaleur, chez Panasonic et par Frédéric, qui, est manager prescription, pour les pompes à chaleur RO chez, Panasonic. Ce webinaire va être décomposé en 4 parties. D'abord, on va vous rappeler un peu l'enjeu, des pompes à chaleur, dans le bâtiment. Ensuite, on vous présentera les fiches C2E, en particulier, sur, donc, les différents types, de pompes à chaleur dans les packs collectives. Après, on vous présentera un petit peu le dimensionnement de ces packs et enfin les solutions, de Panasonic. Encore une fois, si vous avez des questions, on les prendra à la fin. On aura un temps d'échange, de questions-réponses. Le webinaire devrait durer environ 45 minutes avec une trentaine de minutes de présentation et une quinzaine de minutes de questions-réponses à la fin. Et je laisse tout de suite, la parole à Borel et Frédéric sur le rappel des enjeux dans le bâtiment. Merci Sophie. Alors je prends le relais de suite. Bonjour à tout le monde. Avant de rentrer un petit peu au cœur du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on voulait vous faire un petit contexte sur l'environnement pour expliquer un petit peu les enjeux qui sont imposés pour la France, mais aussi pour l'Europe. Donc il faut savoir que on a des objectifs qui sont très ambitieux de réduire notre consommation d'énergie et d'émissions en CO2. Et pour ça, on voulait vous faire un petit récap au niveau de l'ensemble de nos marchés. À savoir que pour le résidentiel, aujourd'hui, on estime, en tout cas 2024, 30% de la consommation d'énergie finale provient du résidentiel, aussi bien sur la maison individuelle que sur le collectif, avec les appartements. Et le tertiaire représente 15% de cette consommation d'énergie. À ça, on pourrait rajouter le transport qui consomme aussi également beaucoup, ainsi que la partie industrielle. Par rapport à ces deux segments, on est au-delà des 57 millions de tonnes de CO2 consommées, ce qui est colossal. Et on a une ambition forte sur le territoire français qui est de réduire de près de 60%, on va dire, cette émission de CO2 d'ici à 2030 et avec également un engagement sur 2050 de réduire à 97% cette émission. Voilà, donc les objectifs et les ambitions sont fortes. Vous pouvez dès à présent le voir au niveau du décret tertiaire qui a été mis en œuvre notamment sur les bâtiments collectifs et enfin, surtout sur la partie tertiaire industrielle. Donc le décret tertiaire propose en fait 4 enjeux importants. Le premier à 2030 qui est de réduire de 40% cette consommation d'énergie finale, en 2040 de moins 50% et en 2050 de moins 60%. Donc c'est quand même relativement ambitieux. Et pour pouvoir obtenir et atteindre ces objectifs, on n'a pas le choix, on va être obligé de réduire et de sortir progressivement de l'énergie fossile, à savoir le fioul, le pétrole et le gaz. Donc ça concerne tout, on en parlait tout à l'heure, le transport, mais là aujourd'hui on va se focaliser sur la partie résidentielle et le tertiaire, où les enjeux sont forts, puisque d'ici à 2030, on doit réduire de 60% les utilisations de chaudières fioul, 20% les chaudières gaz pour la partie résidentielle. Et pour le tertiaire, c'est encore plus fort sur la partie fuel, puisqu'on doit réduire de 85% et 17% pour la chaudière gaz. Voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, l'État a annoncé, le gouvernement a annoncé une ambition forte au travers du plan d'électrification. Donc, il y a plusieurs volets sur ce plan d'électrification. Il y a la partie transport,
la partie logement. Et sur la partie logement, ont été fixés des objectifs relativement forts, qui est notamment d'atteindre 1 million de pompes à chaleur installées en France d'ici à 2030. Alors ça paraît beaucoup, on est un petit peu en retard parce que, comme vous le savez, on a beaucoup de nos projets qui sont liés aussi aux aides du gouvernement, les C2E, MaPrimeRénov' et ainsi de suite. On a un peu de retard, mais il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place, on va le voir maintenant, pour pouvoir justement atteindre ces résultats. Alors, pour atteindre ce million de pompes à chaleur, forcément, les industriels ont dû faire des gros efforts, notamment au niveau des outils de fabrication. Alors, on a un double enjeu, c'est à la fois de produire massivement pour pouvoir répondre à ce marché tertiaire et ce marché collectif, mais à la fois, on doit aussi produire avec le fameux Made in Europe, puisque dès le mois de septembre, la préférence européenne sera imposée pour la maison individuelle et très prochainement, ça sera imposé également sur la chaufferie collective, c'est-à-dire la production des pompes à chaleur au minimum en Europe. On a 4 usines majeures en Europe, celle en France, en Normandie, où on fabrique notamment nos groupes d'eau glacée, les grosses pompes à chaleur, les chillers. En République tchèque, à Pilsen, où on fabrique toute la gamme de packs Aquaria, de 3 à 300 kg. On a aussi 2 usines, une autre en Italie et une en Pologne. Et on va plutôt faire le focus là maintenant sur les 2 usines du haut, c'est-à-dire la France et la République tchèque, qui vont produire les packs notamment pour pouvoir faire le collectif et le tertiaire. Donc, on a quand même une ambition forte aussi au niveau de nos outils de fabrication, puisque on peut dire qu'on veut produire des packs pour réduire cette empreinte carbone, mais on a également, nous, cet enjeu, c'est de produire mieux au niveau de nos usines, de consommer beaucoup moins d'énergie. Voilà. Sur ACE Énergie, donc nous, on a 2 activités aujourd'hui. On a une activité de délégataire C2E avec des outils IT au service de nos partenaires installateurs, comme notamment une plateforme SICA qui est bien adaptée pour chiffrer et déposer des dossiers C2E. Et on a une entité conseil avec une dizaine de consultants sur des sujets bas carbone et industrie. Donc aujourd'hui, ACE, on existe depuis 2019. On a une vraie expertise technique aujourd'hui sur le sujet des C2E. Sur les C2E qu'on a produits, on est à 80% sur le B2B, résidentiel, collectif, tertiaire, industrie. Pour vous resituer les échanges, ça fait presque 1 an qu'on a initié des discussions avec Panasonic. Et donc, peu à peu, on a commencé à échanger sur nos expertises. On a vu le potentiel sur les nouvelles réglementations C2E donc, qui arrivent cette année, qui sont arrivées cette année. Donc, sur les fiches C2E qui nous intéressent, donc sur la PAC collective, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de traiter un dossier C2E. Il y a 2 en résidentiel collectif, il y a 2 voies possibles. Il y a la réflexion en rénovation globale, donc c'était la barre TH 145 avant, qui s'appelle barre TH 177 aujourd'hui. Donc c'est une voie qui peut être intéressante sur des immeubles collectifs, où là on vient faire un audit énergétique avant et on va regarder le gain énergétique après. Ça peut avoir des primes assez intéressantes. Par contre, cette démarche, elle est un petit peu plus lourde et généralement, elle est associée à des projets multilots, pompe à chaleur, isolation, VMC, etc. Aujourd'hui, l'essentiel de nos demandes, c'est plutôt sur les fiches C2E qu'on dit par geste. Donc, vous avez les noms sous les yeux. Vous avez la barre TH 169, ça c'est des packs dédiés uniquement à l'ECS. Alors, c'est pas trop celle-là qu'on regarde en ce moment. Nous, les 2 vraiment sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est celle de droite, les barres TH 179 et BAT TH 163. Donc, c'est les fiches C2E en dépose de chaudière gaz ou fioul. Et on va mettre du 100% pompe à chaleur ou bien des solutions de chaufferie hybride avec du gaz qui peut être conservé en appoint. Donc, sur ces 2 fameuses fiches, donc barre TH 179, BAT TH 163, donc aujourd'hui, le matériel Panasonic qui respecte largement les exigences d'efficacité minimale qui sont imposées. Et ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le début de l'année, en fait, il y a une bonification x3 qui vraiment booste de façon importante les primes C2E. Et du coup, c'est pour ça qu'on a observé, nous, pas mal de sollicitations là sur le premier semestre de l'année sur ces sujets. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit ordre de grandeur de prime pour un immeuble de 50 logements, donc sur une chaufferie
On va les mettre, par exemple, un total de 300 kW thermique. Alors, ça peut être du 100% pack ou du pack plus gaz. On va être sur une enveloppe globale de quasiment 200 000 euros de primes. Donc, voilà, ça va permettre de couvrir une grosse partie de l'investissement. Sur les taux de couverture des primes, globalement, en résidentiel collectif, on observe que il y a certains projets qui sont financés à 100% aujourd'hui. Sur le tertiaire, c'est moins vrai parce que les niveaux de primes sont un peu moins importants par rapport aux kilowatts délivrés. Néanmoins, le marché tertiaire est aussi très intéressant. Et aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, ils sont prêts quand même à investir, à payer du reste à charge. C'est ce qu'on voit sur le terrain, sur le tertiaire. Donc, il y a vraiment un enjeu important et surtout les primes C2E, elles vont se maintenir. Elles vont bien se maintenir dans l'année. Le marché des C2E, il reste assez haut en ce moment. Et la réglementation, elle va pas bouger sur les bonifications cette année. C'est important aussi. Donc, on va parler maintenant dimensionnement. Donc, je reprends la parole. Alors, dans le dimensionnement, on va regarder deux configurations, deux principales qu'on rencontre plus souvent. La première configuration, c'est un dimensionnement pour une solution 100% électrique. Et donc là, on va regarder le cas d'une pompe à chaleur avec maintien de puissance, ce que propose Panasonic avec la technologie TCAP. Donc, pour dimensionner la puissance à installer, on va utiliser le guide MemoPack que je vous recommande à vos professionnels installateurs, soit bureau d'études. C'est en libre accès, vous pouvez le télécharger sur le site du CEPAC. Et dans ce mémo, on a une méthode de dimensionnement pour sélectionner la puissance à installer. Et donc, la puissance à installer va être en fonction des déperditions, mais également avec un coefficient qu'on appelle un coefficient de surpuissance pour gérer éventuellement les périodes de pointe. Et dans ce guide, vous avez ce facteur S en fonction du nombre de logements. Vous pouvez faire varier ce facteur S entre 1 et 1,2. Par exemple, on va regarder sur un exemple cas concret pour un petit collectif de 20 logements en H1, zone H1, AT base -7. On a des déperditions de 68 kg à -7. Le projet est équipé de radiateurs moyenne température avec un régime d'eau de 60-40. Donc, pour 20 logements, pour déterminer mon coefficient S, donc je me place sur l'abscisse et je trace. Et là, j'ai mon coefficient qui est de 1,1 que je vais multiplier par mes déperditions de 68 que je vais retrouver en total 74,8 kg à installer, ce qui me permet de mettre 3 pompes à chaleur de 25 kg en cascade pour une puissance totale de 75 kg pour ma chaufferie. Ce qui me permet, avec cette simulation, d'estimer un niveau d'aide pour une installation en double service avoisinant les 44 000 euros. Donc, c'est une fourchette, hein, et pour une simple service de 30 000 euros. Donc, on voit ici l'importance de vraiment proposer des technologies qui se différencient par rapport à d'autres technologies avec cette technologie de maintien de puissance qui permet d'assurer une solution 100% thermodynamique. Deuxième configuration, on sait que toutes les chaufferies ne se valent pas et chaque projet a sa spécificité et ses particularités. Donc, on va partir sur un dimensionnement avec un appoint hydraulique, c'est-à-dire une chaudière existante ou une nouvelle chaudière qu'on veut installer parce qu'on n'a pas la possibilité de faire du 100% thermodynamique. Et là, on va privilégier plutôt une bivalence parallèle, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire fonctionner la PAC tout au long de la saison de chauffe et à une certaine température où la puissance de la PAC ne sera pas suffisante, on vient appeler la chaudière pour faire le complément. Donc, on voit ici sur cette courbe le fait d'avoir une maintien de puissance jusqu'à T base réduit la part de la chaudière. Donc, contrairement à un système thermodynamique qui n'a pas de maintien de puissance, cette courbe, elle ne serait pas horizontale, elle serait que la part de la chaudière sera plus importante. Et dans cette configuration, ce qu'on vous recommande, c'est de viser un R de 0,4 minimum. Alors, le R, c'est quoi? C'est le rapport entre la puissance
installée de la PAC sur la puissance totale de la chaufferie après travaux. Et pour dimensionner votre solution, on vous recommande de faire un dimensionnement avec une puissance PAC plus appoint gaz qui doit être supérieure ou égale à 1,2 fois les déperditions. Et on peut regarder ça concrètement par cet exemple d'une installation avec 34 logements, des déperditions de 125 kilos. Et là, si on fait le calcul, 1,2 fois les déperditions, on doit installer un total de 150 kW. Et comme on vise un R de 0,4, donc on va installer une puissance thermodynamique de 60 kg avec un complément gaz de 90 kg. Ce qui fait que notre R va être supérieur ou égal à 0,4, ce qui nous permet de bénéficier du maximum des aides. En résumé, pour avoir un R de 0,4, il faudrait que la puissance de la PAC installée soit au moins à minimum 2/3 de la puissance de la chaudière. Et dans ces configurations d'installation, on a toujours l'obligation, comme on est en rénovation, de déposer une des chaudières pour que l'installation puisse bénéficier des primes C2E. Je passe la parole à Maxime pour rappeler les éléments à considérer pour réussir la sélection de la pompe à chaleur. Exactement. Donc sur le matériel Panasonic, donc nous on a eu accès bien évidemment aux documentations, au Keymark notamment, avec les efficacités énergétiques à prendre en compte. Donc en fonction du projet, on va être soit en basse température, donc ça c'est uniquement s'il y a un plancher chauffant. Généralement, on va être plutôt sur des applications moyennes haute température. Donc il faudra bien qu'on prenne un étasse à 55 degrés, qui est de l'ordre de 140% si j'ai bonne mémoire chez Panasonic. Et après sur les puissances thermiques, effectivement l'avantage des gammes Panasonic, c'est qu'il y a un maintien de puissance à moins 10 degrés. Donc les packs de 25 ou 30 kilos, elles arrivent à délivrer cette puissance-là, même à des températures froides. Et ça, c'est attesté avec le P-rated, la puissance nominale à moins 10, qui est bien attesté sur ces valeurs-là. Donc en tout cas, là, vous avez les éléments pour bien retrouver les données, mais nous, on a déjà prévalidé évidemment les gammes Panasonic. Je vais revenir un petit peu sur un peu mon retour d'expérience avec tous les échanges que j'ai pu avoir sur des différents projets. Donc, il faut savoir que nous, à CE Énergie, on a dû chiffrer aujourd'hui une cinquantaine de projets en pompe à chaleur collective. On a reçu des premiers contrôles COFRAC, c'est-à-dire on a des premiers cycles complets qui arrivent. Donc ça, c'est une super nouvelle. Les contrôles COFRAC se passent bien aussi. Les bureaux de contrôle sont maintenant au courant des choses à contrôler. Et je voulais vous présenter donc avec cette planche un peu la chronologie générale, comment ça se passe concrètement avec un installateur. Donc aujourd'hui, les installateurs, généralement, ils nous soumettent d'abord un rapport de visite technique d'une chaufferie existante avec les caractéristiques globales du bâtiment, l'adresse, la surface, le nombre de logements. L'idée, on n'a pas forcément un gros niveau de détail à ce stade-là, mais l'idée, c'est de pouvoir donner à l'installateur une idée déjà de la prime, de l'enveloppe de prime C2E et voir si le projet est éligible ou non. Parce qu'il y a un sujet avec la proximité des réseaux de chaleur qui doit être étudié. Donc, une fois qu'on a fait ce premier pré-chiffrage, globalement, ça va donner envie ou pas à l'installateur de creuser le sujet. Creuser le sujet, ça veut dire concrètement déclencher, pourquoi pas, une visite technique avec Panasonic pour vraiment creuser la faisabilité technique du projet en termes acoustiques, en termes d'emplacement, etc. Ça va permettre aussi à l'installateur de chiffrer précisément le matériel et en parallèle de récupérer plus d'éléments sur les déperditions du bâtiment. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit le bâtiment a déjà fait l'objet d'un DPE ou d'un audit récent. Donc là, on peut se baser là-dessus. Sinon, sur des gros projets, généralement, les installateurs, ils font appel à un bureau d'études externe, mais c'est pas obligatoire. Et donc, une fois qu'on a ces éléments-là, donc c'est-à-dire la sélection un peu plus précise du matériel par l'installateur et une étude des déperditions plus fine,
Là, on fait un deuxième chiffrage ACE énergie et on fait ce qu'on appelle une prévalidation définitive. C'est-à-dire que chez ACE, on a 2 ingénieurs thermiciens nous, qui vont vraiment vous prévalider le projet final avec le devis, la note de dimensionnement et les fiches techniques. Et donc là, ça vous permet de tout sécuriser avant que vous puissiez passer commande auprès de Panasonic et de procéder aux travaux. Donc vraiment, aujourd'hui, on a ces 2 étapes chez ACE. On a le pré-chiffrage, c'est plutôt notre service commercial qui le fait. Donc moi, par exemple, et la prévalidation définitive. Et donc, une fois qu'on a fait ces étapes-là, donc là, c'est assez standard. Les travaux se réalisent. Il y a un contrôle sur site en fin de travaux obligatoire. On contrôle le dossier et on paye le dossier. Donc, ça, les délais, ils sont standards chez nous. On est sur environ 2 semaines, maximum 3 semaines de délai de contrôle après la mise en service. Et ensuite, il faut compter 2 semaines supplémentaires pour le paiement des C2E. Donc, au global, on a entre 30 et 45 jours de délai de règlement de la prime. Alors, je reprends le relais. Donc, juste pour faire un résumé avant de vous présenter les solutions. Donc, vous avez vu le contexte, c'est-à-dire que vous avez vu les enjeux, les différents modes de calcul, la partie financement. Alors, je fais juste un résumé. Donc, principalement avec les retours qu'on a aujourd'hui, on est quand même plutôt sur de l'hybridation, qu'on soit sur du tertiaire ou du collectif, tout simplement parce que on va plutôt améliorer le retour sur investissement, ce qui est important par rapport à la valorisation et les aides. N'oubliez pas que vous êtes obligé de faire une dépose de chaudière, mais vous pouvez conserver une ou plusieurs chaudières en fonction de l'état de la chaufferie. Donc ça, c'est aussi important si vous voulez optimiser votre retour sur investissement. Et n'oubliez pas aussi ce fameux coefficient de surpuissance dont en parlait Borel. Donc, plus votre projet est petit, plus vous devez tenir compte d'un coefficient important qui peut être de 1,1 ou 1,2. Mais après, quand on va attaquer des projets avec, par exemple, 150 ou 200 appartements, on peut être proche d'un coefficient de 1. Donc, mais attention aussi de dimensionner votre hybridation par rapport à tes bases. Ça, c'est important. Par rapport à nos différentes solutions, vous avez donc 2 typologies de produits. Vous avez d'abord la gamme Aquaria, donc qui permet de faire à la fois le collectif et le tertiaire. Donc, je rappelle qu'on peut faire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, mais aussi du rafraîchissement en fonction des zones en France et des intentions des propriétaires. Et vous avez aussi après la gamme EcoEye qui est fabriquée donc en Normandie, donc avec la nouvelle génération Aquagevo qui va être lancée à partir de novembre et qui va être quand même plutôt orientée sur la partie tertiaire. Donc on est sur ces 2 typologies de produits au R290 avec encore quelques gammes au R32 sur la partie chiller. On va rentrer dans le détail au niveau des produits. Donc volontairement, on a démarré avec les petites tailles au niveau des TK. Alors vous allez me dire pourquoi. N'oubliez pas que les chaufferies pour le tertiaire peuvent démarrer sur des petits projets comme des écoles, des crèches, des mairies et ainsi de suite. Donc, ça nous arrive très régulièrement de remplacer une chaudière et de proposer une TCAP 12 kg pour remplacer la chaudière fuel existante. Donc, on a quand même ce marché qui existe aujourd'hui. Et n'oubliez pas que le cœur des demandes, il est plutôt situé après sur de la chaufferie plus importante, entre 50 et 200 kg, puisque on travaille quand même principalement en hybridation aujourd'hui sur les retours chantiers. Donc, toutes ces packs-là sont en ligne au niveau des ETAS qui sont recommandés pour pouvoir obtenir les subventions. Vous pouvez faire de l'eau chaude, du chauffage et du refroidissement. Par contre, vous ne pouvez pas dédier les packs uniquement pour la partie ECS, puisque vous devez faire obligatoirement ou chauffage et ECS. Ces gammes-là permettent de produire de l'eau à 65 voire 75 degrés en fonction des tailles, ce qui nous permet en fait de pouvoir nous appliquer sur la plupart des installations en chaufferie. On a quand même aujourd'hui des chaufferies très anciennes avec des installations existantes où on a pas mal de pertes en réseau. Voilà. Donc, ces packs-là, quoi qu'il arrive, vous pouvez les mettre en cascade, jusqu'à 10 packs en cascade. Alors, on ne le voit pas très bien sur cette illustration, mais on peut mettre les packs en dos à dos et les rapprocher. Et par exemple, 300 kg de packs Hero en cascade, c'est à peu près 14 à 15 mètres carrés de superficie en toiture, par exemple. Donc, on est quand même relativement compact, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et après, le fait de travailler en cascade, ça permet aussi de travailler et de traiter plusieurs sujets. L'aspect SAV, puisqu'il faut quand même en parler.
Le fait de travailler en cascade nous permet de travailler avec de la redondance. Si pour X raison vous avez un souci technique avec l'une des pompes à chaleur, vous allez pouvoir travailler avec les autres pompes à chaleur. Donc, ça permet quand même d'avoir des installations fiables et de maintenir l'eau chaude et le chauffage, quel que soit le fonctionnement. Après, vous avez la gamme au supérieur, la gamme des Big TCAP, qui propose du 20, 25 et 30 kg. Et là aussi, vous pouvez les mettre en cascade, jusqu'à 10 packs en cascade par chaufferie ou par sous-chaufferie, ce qui nous permet d'attaquer des grosses installations, puisque n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la plupart de nos packs en cascade viennent se greffer sur l'hybridation avec de la chaudière existante. Voilà, donc ça permet de faire des installations importantes. On insiste aussi sur un fait qui est aussi important pour nous, c'est le maintien de puissance avec la TCAP. Quand nous, on valorise une pack de 30 kg, on maintient ces 30 kg jusqu'à moins 10 pour de l'eau à 65. Ce qui n'est pas le cas sur la plupart des produits qu'on rencontre dans le marché. Et ça a tendance aussi à fausser un petit peu les calculs. Donc, 30 kg, si je mets deux packs de 30 kg, j'ai 60 kg de puissance à moins 7 pour de l'eau à 65. Voilà. Et donc, on a également un gestionnaire de cascade qui nous permet de travailler jusqu'à 300 kg au niveau de ces packs et qui nous permet aussi de faire la gestion avec la chaudière ou les chaudières, puisqu'on a différentes fonctions possibles. On travaille plutôt sur du parallèle avancé. Pourquoi? Parce que nous, tout l'intérêt de travailler en basse température, ça veut dire qu'on va pouvoir fonctionner en même temps que les chaudières jusqu'à des très basses températures. Beaucoup de systèmes vont plutôt privilégier la bivalence, c'est-à-dire qu'à partir de moins 5, la PAC va s'arrêter et c'est la chaudière qui va prendre le relais. Mais quand on fait comme ça, on est obligé de surdimensionner la partie chaudière. Donc ça, c'est pour la partie Aqua TCAP. Et ensuite, on a la nouvelle gamme Equai Aqua Geo qui va arriver à partir de novembre, fabriquée en France, en Normandie. Donc là, c'est un produit qui peut également travailler en cascade jusqu'à 8 packs en cascade. Donc, vous voyez qu'on produit de 60 à 110 kg. Alors, en toute objectivité, en basse température, on va être plutôt de l'ordre de 100 kg par modèle. Donc, l'association des 8 packs, des 8 chillers en cascade nous permettra d'atteindre 800 kg. Donc, 800 kg plus les chaudières. Là, on va vraiment attaquer des très grosses installations en tertiaire. Alors, soit en hybridation, soit en full thermodynamique, puisqu'on a la possibilité de choisir cette option. Voilà. J'insiste encore une fois sur le Made in France, qui pourrait être aussi le Made in Europe. Pourquoi? Parce que cette préférence européenne qui a été appliquée à partir de septembre pour les packs dans la maison individuelle va être dupliquée pour les packs dans la chaufferie collective. Ça, c'est le prochain target au niveau du gouvernement. Donc, on a déjà les packs qui sont aujourd'hui en ligne avec cette prochaine recommandation. Voilà, en ce qui concerne les produits Panasonic. Sophie ou Maxime, peut-être que vous vouliez faire un… Juste Alors, oui. un mot, Ouais. Fred, avant de terminer. Donc, l'ensemble des outils sont disponibles dans ce qu'on appelle l'espace Pro Club. Donc, vous aurez accès à des bibliothèques techniques, des outils de dimensionnement, de sélection, des procédures pour les interventions et des documents marketing, les brochures, etc. Et vous avez aussi accès à des plannings de formation, donc pour les installateurs qui souhaitent se familiariser avec les produits Panasonic, se former parce qu'ils ont des projets en cours et qui souhaitent maîtriser du début à la fin à l'ensemble des éléments. Donc, vous avez la possibilité de créer votre espace, de vous connecter et d'avoir accès à l'ensemble des éléments qui sont disponibles pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Alors, je rajouterai juste un point qui est important. Donc, on est sur beaucoup de consultations, beaucoup de projets, aussi bien en collectif qu'en tertiaire. On essaie malgré tout de faire un travail à la carte et d'adapter nos études vraiment en fonction des projets, des chaufferies et de réaliser notamment des schémas hydrauliques vraiment propres à chaque chantier. Notamment parce que le volume tampon ne sera pas identique en fonction des chaufferies, la production ECS, la disposition des groupes extérieurs en toiture, proche du bâtiment, ainsi de suite. Donc, le premier critère qu'on essaie de valoriser, nous, sur les visites techniques, c'est déjà, premièrement, la faisabilité des projets. Alors, rassurez-vous, la plupart des projets sont faisables, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on essaie d'analyser les solutions les plus adéquates, déjà pour réduire les coûts, pour favoriser l'installation. Est-ce que je vais plutôt privilégier des groupes extérieurs en toiture? Et auquel cas, est-ce que j'ai des colonnes montantes, des colonnes descendantes? Où se situe la chaufferie? Est-ce que je vais plutôt privilégier, par exemple, sur du tertiaire, de disposer des groupes extérieurs plutôt assez espacés des bâtiments? Donc, tout ça, on le voit lorsqu'on organise nos visites techniques. Voilà.
Donc, on insiste beaucoup là-dessus. Alors, si possible, on aime bien être prévenu suffisamment de temps à l'avance et pas prévoir une visite technique sous les 15 jours parce qu'on a quand même cette pression du marché. Mais voilà, aujourd'hui, on arrive quand même encore à faire ce travail à la carte. Merci beaucoup, merci, pour, cette, présentation et pour toutes, les informations, que, vous avez données, à nos participants. On a pas mal, de, questions, dans, l'onglet questions. Du coup, je vais prendre les questions au fur et à mesure et vous, les répartir. En attendant, j'affiche, à l'écran également, les, contacts, à la fois ACE Énergie et Panasonic, donc n'hésitez pas si à l'issue du webinaire, vous avez encore des questions, à venir poser les questions, à, ces contacts. Maxime, j'ai une question pour toi. La question est de savoir, est-ce que nous pouvons hybrider la PAC avec une chaudière à gaz non condensation d'un point de vue des C2E? Oui, tout à fait, c'est possible. La réglementation, elle impose de déposer au moins une chaudière. Donc, si vous avez par exemple 2 chaudières non condensation existantes, vous avez le droit d'en enlever une sur les 2 et d'en conserver une autre, du coup, qui va venir en hybridation avec les packs. Merci pour cette réponse. J'avais une question sur l'une des études de cas, qui était donc un projet de 20 logements que l'un d'entre vous a présenté tout à l'heure. Et la question est: pourquoi ne pas proposer l'installation d'une seule pompe à chaleur de 75 kilowatts au lieu de proposer l'installation de 3 pompes à chaleur de 25 kilowatts? Alors, Alors, je crois que Frédéric avait répondu à la oui, question, donc alors, je le laisse et ça, puis c'est un après je sujet qui ferai un est important complément. pour nous parce qu'on a la possibilité, nous, avec les différentes gammes qu'on a, de partir plutôt sur la cascade ou des pompes à chaleur plus puissantes. Alors, nous, ce qu'on rencontre sur le terrain, c'est d'abord l'aspect faisabilité et la simplicité au niveau de la mise en œuvre. N'oubliez pas que quand on va mettre les groupes en toiture, il va y avoir du bruitage et parfois, de mettre 2 ou 3 plus petites pompes à chaleur, c'est quand même plus facile aussi à la disposition. On a aussi d'autres contraintes qui sont liées à la disposition des packs, notamment en toiture, où on a les contraintes au niveau du poids en toiture. C'est pour ça que souvent on demande des études pour pouvoir savoir ce qu'on peut mettre en termes de charge. Quand vous avez par exemple une grosse pompe à chaleur de 75 kg type chiller qui va faire 700 ou 800 kg, une pompe à chaleur de 30 kg va faire 240 kg. Donc si vous en mettez 2 ou 3 par rapport à deux chillers par exemple, on va être très largement en dessous en termes de poids. L'autre point qui est quand même important, qui est surtout sur la partie collective, c'est l'aspect acoustique. N'oubliez pas qu'on a des contraintes assez importantes dans le collectif et le fait de proposer des packs qui n'excèdent pas les 61 dB nous permettent, même en cascade, de ne pas dépasser, par exemple, si vous avez 4, 5 packs en cascade, de ne pas dépasser les 65 dB en charge partielle, ce qui est quand même relativement important par rapport à des packs plus importantes qui vont dépasser les 75 voire 80 dB. Donc ça, c'est un des critères qui est mis en avant par rapport aux propriétaires, par rapport aux bailleurs et aux syndics. Voilà. Et après, pour finir, il y a l'aspect redondance. N'oubliez pas qu'on peut utiliser la poêle électrique pour le mode secours, mais dans ce mode de fonctionnement, vous ne pouvez pas utiliser la poêle électrique pour le calcul de votre pompe à chaleur. Vous êtes en 100% thermodynamique et après voir le relais avec la chaudière. Mais ça veut dire que quand vous avez plusieurs packs en cascade, vous avez cette sécurité aussi en cas de problème, parce que ça peut arriver, mais de pouvoir fonctionner avec 2 packs sur 3 au lieu de pas de pack, et uniquement les chaudières. Et quand vous avez une chaufferie qui va adresser 200 appartements en rénovation, vous êtes quand même content de pouvoir proposer une solution fiable, quelles que soient les applications. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Pour rebondir sur cette question-là, on nous demande, si, tu peux communiquer une fourchette de prix du matériel, notamment, pour pouvoir estimer les coûts pour la TCAP 25-30 kilowatts, ou est-ce que ça, il faut te contacter a posteriori pour avoir le prix des Alors, coûts? donc nous, on a tendance à dire qu'il faut analyser étude par étude, mais c'est vrai que dans ce marché de la chaufferie, on a tendance à parler au kilowatt, puisque c'est ce qui en ressort. Combien ça me coûte très clairement en euros au kilowatt. Donc là, je vais ressortir la partie installation main-d'œuvre. On est de l'ordre de 350 € du kilowatt sur les applications comme ça. Donc, ça veut dire qu'on est sur un ratio qui est tenu, hein, notamment par rapport au financement. Et comme l'a dit très justement Maxime, l'enjeu, en tout cas sur le collectif, c'est d'être capable de faire des chaufferies dans le marché du collectif
quasiment pour du 1 € de reste à charge pour les propriétaires. Donc pour ça, il faut qu'on arrive à tenir à la fois le prix sur le matériel et aussi le prix sur la partie main-d'œuvre. Ça marche, merci beaucoup. Maxime, une question pour toi encore sur l'hybridation. On nous demande quand il n'y a qu'une seule chaudière, comment faire pour, hybrider? Aujourd'hui, quand il y a une seule chaudière, donc on doit la déposer obligatoirement. Et donc là, au choix, soit on va faire du 100% thermodynamique, soit on va installer une solution de pompe à chaleur plus chaudière gaz neuve. Donc la chaudière gaz du Atlantique, du Viessmann, voilà, ce genre de marque. Alors, je rajouterai juste un point qui est important et qu'on constate après, parce qu'on a dû faire peut-être une soixantaine de visites techniques là, au cours de ces 2 derniers mois. On a quand même la plupart du temps des chaufferies qui sont très largement surdimensionnées. Mais quand je dis surdimensionnées, c'est de l'ordre de 40% supplémentaires, voire 50%. Donc, il faut faire attention quand on fait l'étude pour les besoins du bâtiment, de ne pas s'appuyer sur les chaudières existantes, mais de réellement faire une étude via un bureau d'études pour savoir exactement quels sont les besoins, éventuellement d'utiliser le coefficient de surpuissance dont Borel parlait, mais surtout pas de dire j'ai 800 kg de pack aujourd'hui, donc je vais prendre 40% de pack Hero pour répondre à ce besoin. Non, parce que souvent, on est sur des installations qui nécessitent beaucoup moins de puissance et le fait de déposer ne serait-ce qu'une chaudière nous permet de rajouter de la pack et de correspondre aux besoins du bâtiment. Donc faites attention, la plupart des projets sont très largement surdimensionnés en chaudière. Merci beaucoup pour, ces réponses. Une question, pour toi, Borel. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver, sur ProClub des schémas de principe de gestion de bivalence parallèle entre une PAC et une chaudière? Oui, oui, ces schémas sont disponibles et on a un générateur de schémas qui permet en fonction de la configuration qu'on veut appliquer, bah, de sélectionner et puis de pouvoir avoir à la fois le schéma hydraulique, mais également le schéma électrique. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, on nous demande, quelle est la distance maximale des réseaux hydrauliques pour une installation en cascade sur des sites tertiaires importants? Alors, La c'est distance maxi alors, donc on parle en réseau hydraulique, donc le paramètre qui va être pris en compte, ça sera les pertes de charge du circulateur, de la pompe. Donc en fonction de ça, on déterminera la distance et ce qu'on recommande, c'est de faire en sorte de limiter ce qu'on appelle des pertes, des pertes, thermiques, liées au réseau. Parce que plus le réseau est long, plus on a des risques d'avoir des pertes parce qu'on sait que même si on est calorifugé, mais on a quand même de la distance et donc on a des risques de pertes. Mais après, alors, le juge de paix, ça va être les pertes de charge du circulateur. de manière générale, la plupart de nos chaufferies, on essaie d'installer un ballon tampon et de créer après un primaire et un secondaire, ce qui nous permet de faire de la relance sur le secondaire avec un autre circulateur et qu'on va calibrer en fonction de l'installation et des pertes de charge. Donc vraiment en fonction qu'on ait par exemple la chaufferie plutôt en rez-de-chaussée, les groupes en toiture ou comme on le disait à 100 mètres par exemple du bâtiment. Voilà, donc on s'adapte par rapport à l'installation, mais quoi qu'il arrive, on essaie de privilégier un primaire et un secondaire. Ça marche, merci. Une question, sur, l'installation de pompes à chaleur assurant à la fois le chauffage et l'ECS. Peut-on mettre en place une régulation simultanée à la fois sur le chauffage et l'ECS en même temps ou faut-il toujours donner la priorité à l'ECS? Alors, on a des régulateurs, c'est des managers qui peuvent faire du simultané. Dans ce cas, quand on est en configuration, par exemple, de pompe à chaleur en cascade, on peut, par exemple, dédier une unité qui va s'assurer de faire la production d'eau chaude, tandis que les autres vont continuer à faire du chauffage. Donc ça, c'est possible via le régulateur de faire ça, ou bien de faire l'option alternée, c'est-à-dire qu'on va basculer pour réchauffer le ballon et après rebasculer pour assurer le chauffage. Mais dans Mais ces ça fait partie configurations, ouais, ça fait partie voilà, des critères quand on fait le dimensionnement c'est d'une ça. chaufferie, c'est aussi de travailler en accumulation sur la partie ECS pour pouvoir notamment répondre aux pics de consommation qui sont par exemple le Tout à fait. matin et plutôt en fin de journée.
où là, on doit justement être capable de produire l'eau pour avoir un puisage instantané avec plusieurs appartements, par exemple, en même temps. C'est pour ça que c'est important la visite technique avec les équipes Panasonic pour aller étudier et voir la configuration du projet, de décider après de quelle solution on va mettre en œuvre. Est-ce qu'on va privilégier un fonctionnement en simultané ou en alterné par rapport à la configuration en simultané, est-ce que c'est possible ou pas en alterné? Voilà. Donc ça, c'est important de le faire en amont. Les seuls petits retours qu'on a eu par rapport à ces chantiers, c'est que on a des installateurs qui étaient plutôt habitués auparavant parfois à dissocier les pompes à chaleur pour l'eau chaude et d'autres pompes à chaleur pour la partie chauffage. Or, comme vous l'avez vu dans la mécanique au niveau des aides, on ne peut pas dédier des packs uniquement pour la partie ECS. Donc nous, dans la conception même des schémas hydrauliques, on fait en sorte qu'on puisse être en ligne et avoir des packs qui, quoi qu'il arrive, feront chauffage et ECS. Très bien, merci. Alors, on a encore des questions sur le dimensionnement. Est-ce que votre logiciel permet de simuler le dimensionnement des packs pour les professionnels? Alors, Oui. déjà, on va revenir sur ce logiciel qui s'appelle Calixta. Alors, aujourd'hui, on a Calixta qui est connu dans le marché puisqu'il était plutôt dédié sur la maison individuelle. On a la version Calixta chaufferie qui est en cours de test à l'instant où je vous parle, qui va permettre donc de faire les études sur toutes nos chaufferies de manière automatique et qui sera à disposition de tous nos installateurs, nos bureaux d'études, nos partenaires. Aujourd'hui, nous, on fait les études, la plupart de nos études nous-mêmes, ou on utilise les outils de nos confrères. Installateurs par exemple, mais donc cet outil Calixta Chaufferie sera disponible sur le mois de juillet et permettra de faire toutes les applications, alors plus vastes, c'est-à-dire qu'on a parlé de tertiaire, mais on va segmenter avec tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est bâtiments sportifs, par exemple les gymnases, ainsi de suite, plutôt la partie collective, tertiaire, ainsi de suite. Voilà, donc on aura plusieurs segmentations et ça nous permettra notamment de rendre autonomes nos clients pour le dimensionnement ECS, qui est un des sujets importants aujourd'hui. Et en plus de Calixta, donc pour aller un peu plus loin, parce qu'on veut faire une étude complète avec des taux de couverture, des simulations pour voir les retours sur investissement, on a un outil qui s'appelle Aquaria Designer. Donc ça, c'est un peu plus poussé, donc dédié pour des bureaux d'études ou pour ceux qui veulent faire des analyses un peu plus détaillées à des projets, de pouvoir simuler. Donc c'est une simulation dynamique où ça vous donne des informations sur le taux de couverture. Vous pouvez intégrer par exemple les prix de l'électricité par exemple, du gaz, et ça vous donne une analyse également économique et puis Le éventuellement retour sur des investissement. hypothèses sur le retour sur investissement, etc. Voilà. Donc un outil complet. Donc si on veut vraiment pousser l'analyse, on peut l'utiliser. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question qui était un peu plus une question C2E, qui était de savoir quelle est, enfin, si ACE Énergie propose de l'aide sur la rédaction des documents, notamment les attestations sur l'honneur. Donc là, peut-être que Maxime, tu peux donner des éléments donc, sur les éléments qui sont fournis par ACE pour aider les installateurs avec tous les documents réglementaires obligatoires dans le cadre des C2E pour bien assurer l'obtention de la prime. Tout à fait. Donc, en juin, là, au 1er juin, on a défini, on a finalisé une trame de notes de dimensionnement d'ailleurs, que les installateurs peuvent utiliser. Donc, ça permet de coller il y a un arrêté qui est sorti début mai et qui est venu préciser les éléments, les livrables qui devaient être présents dans la note de dimensionnement. Donc, aujourd'hui, on a des installateurs, s'ils le souhaitent, on leur transmet cette trame de notes. Et quand ils la remplissent, du coup, ils sont sûrs d'avoir toutes les informations disponibles. Et après, ça les empêche pas d'avoir en annexe les DPE, les études de dimensionnement, les fiches de sélection en annexe. Mais au moins, on a une trame qui peuvent suivre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, on a un accompagnement standard, je dirais, qu'on a au même titre sur d'autres opérations, c'est-à-dire tout au long du projet, on peut prévalider la validité des devis, prévalider les factures pro forma avant l'édition de la facture finale pour être sûr des bonnes mentions, éditer les attestations sur l'honneur.
Voilà, on est sur des projets sur la pompe à chaleur collective, on est quand même sur des gros enjeux financiers. Donc, on peut se permettre, nous, à CE Énergie, de passer du temps par projet et de prendre un peu par la main nos partenaires. Merci beaucoup. On a encore des questions, dans, le chat, mais on arrive un peu, à la fin, du temps imparti, pour ce webinaire. On a notamment pas mal de questions techniques, des questions aussi, pour, avoir, notamment, le lien, des éléments, dont on a parlé pendant ce webinaire. Ce qu'on vous propose, c'est, qu'on revienne vers vous, donc en fonction des questions, soit Panasonic, soit CE Énergie et on reviendra, vers vous, par écrit, dans les jours qui suivent, le webinaire pour que vous ayez, vraiment une réponse à toutes, vos questions. Merci encore, pour votre attention, aujourd'hui. Merci pour ce webinaire, et tout à fait, l'enregistrement sera disponible. Vous allez recevoir un mail automatique de la part de Livestorm, dans les minutes qui vont suivre la fin du webinaire et donc vous pourrez accéder au replay, du webinaire. Merci encore à toutes et à tous, d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui et merci à Maxime, Frédéric et Borel, pour la présentation. Merci. Très bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.